comme en parle souvent Howard Marks, Warren Buffett, Charlie Munger ou même Terry Smith, sur le long terme, si tu veux battre le marché, ta priorité, ça doit être d'éviter les erreurs. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir un portefeuille ultra bien constitué, etc. Souvent, ce sera grâce à 2, 3, 4, 5 entreprises de ton portefeuille que tu auras une belle performance. Mais surtout, il faut que tu évites les erreurs, un petit peu comme un tennisman amateur, où il y a eu cette étude assez connue, où ils ont regardé les résultats des tennisman amateurs et des tennisman professionnels. Ils se sont rendus compte que pour les amateurs, s'ils se contentaient de renvoyer la balle, ils augmentaient drastiquement leurs chances de gagner, alors que pour les professionnels, il fallait envoyer beaucoup plus de coups gagnants que l'adversaire. Donc là, ici, en tant qu'investisseur particulier, si tu arrives à éviter au maximum les erreurs, tu mets un maximum de chances de ton côté pour battre le marché. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs que je vois beaucoup, que ce soit chez mes clients ou alors sur les personnes qu'on va voir dans YouTube, dans les commentaires, sur les blogs, etc. On va vous décrypter 5 erreurs qui arrivent souvent. Et ensuite, à la fin, on va également voir ce qu'il faudrait faire à la place et sur quoi il faut se concentrer si on veut battre le marché. Donc l'erreur numéro 1, c'est la tendance à aller sur les actions dont tout le monde parle, mais surtout des actions drama, des actions meme stock. Vous savez, très simple, AMD, Uber, Nvidia, Tesla, Palantir. C'est des actions où, quand on ouvre Internet déjà, premièrement, quelqu'un qui va faire une vidéo dessus, il aura plus de vues en faisant une vidéo sur ces entreprises que sur n'importe quelle autre entreprise, parce que c'est des actions qui sont assez bouillantes déjà. Mais en plus de ça, il vous suffit de regarder les commentaires sous une vidéo et vous regardez par exemple le nombre de commentaires qu'il y a sous une analyse par exemple de Nvidia, de Palantir, de Tesla, de AMD, et vous allez regarder les commentaires sous une vidéo qui va analyser une entreprise comme IDEX ou comme McDonald's par exemple. Ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir, et vous verrez également dans les commentaires sur ce genre d'entreprise des gens qui ont l'air beaucoup plus émotionnels. Et ça, c'est ça la grande erreur, d'investir avec ses émotions et de devenir émotionnel avec ses investissements. Okay. Donc si tu commences à sentir que tu es émotif sur un investissement, si tu commences à te dire mais c'est qui cet enfoiré qui dit du mal de l'action dans laquelle j'investis, ou putain il voit pas du tout les choses comme il faut, il a complètement tort là-dessus, si vraiment tu ressens des émotions sur l'entreprise, que ce soit négatif, même positif, il y a des chances qu'il faille que tu sortes. Okay. Il y a vraiment des chances qu'il faille que tu sortes parce que tu vas être probablement biaisé, il y aura probablement plein de biais de confirmation qui vont traîner par là et tu ne seras peut-être pas au point sur ta stratégie. La deuxième erreur que je vois arriver souvent, c'est se concentrer sur les actions qui sont bon marché, okay, qui ont une valorisation faible parce qu'elles ont potentiellement déjà bien baissé, et accepter de baisser tes standards de qualité à cause de cela. C'est-à-dire de te dire, ok, l'action, elle est faible, mais étant donné que le prix est super attractif, j'accepte d'avoir moins de marge, j'accepte d'avoir moins de retour sur les capitaux. Dans les exemples comme ça, on va avoir par exemple Téléperformance, Intel, Total Energy. Intel, c'est un beau cas de figure. On a Téléperformance en ce moment, où en France, elle est assez, pas à la mode, mais pour ceux qui sont vraiment value investing, ils se disent Téléperformance, il faut vraiment y aller. Sauf que quand on regarde par exemple Téléperformance, on peut regarder le prix de l'action, oui, il a quand même relativement bien baissé. Okay, depuis les plus hauts, c'est quand même une sacrée contre-performance, c'est du moins 74%. Mais le truc derrière, c'est que les résultats ne sont pas excellents. Alors, on a un PER à 11, un PER futur à 6, donc ça c'est excellent en termes de valorisation, c'est excellent. Maintenant, sur des marges opérationnelles, on est à 10-11%. C'est très bien, pour beaucoup d'entreprises ce serait très bien, mais pour une entreprise dans le secteur d'activité ou Téléperformance, c'est pas ouf du tout. Pour ce qui est des marges du retour sur les capitaux investis, ROIC, on est à 9%. Sur la dette par rapport à l'equity, on est à 11%. La dette, l'EBITDA sur les dépenses d'intérêt, on est à 4%. Là, l'EBITDA sur les dépenses d'intérêt, on devrait être au moins à 10%. Dette sur equity, on devrait être en dessous de 70%. Le ROIC, on devrait être supérieur à 15%. Les marges opérationnelles, on devrait au moins être supérieur à 15%. Vraiment minimum. Si on avait eu tout ça de coché et que l'action serait aussi basse, on pourrait se dire, ok, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Et si on creuse un peu plus, qu'on va dans les ratios, on peut regarder par exemple le retour sur les capitaux investis, on est rarement au-dessus de 10%. On a eu une année au-dessus de 10%, 2 années au-dessus de 10%,
mais sinon, généralement, on n'est pas au-dessus de ces 10%. Pour les marges, c'est pareil. Pour les marges opérationnelles, on est rarement au-dessus de 12%. Le mieux qu'on ait eu, c'est 12,3%, mais sinon, on est inférieur. Et ça, c'est problématique, c'est structurel par rapport au business, et c'est ce qui fait qu'on ne faut pas y aller. Alors, on peut se dire, oui, mais ils sont très bien positionnés par rapport à l'IA, et que grâce à l'IA, ils vont exploser, potentiellement. Mais le truc, c'est que s'ils allaient vraiment exploser grâce à l'IA, potentiellement que le cours de l'action serait monté. Peut-être qu'ils ont du retard là-dessus et que c'est un peu plus compliqué. Et on va se dire, oui, mais par exemple, la téléperformance, maintenant ça va mal, mais dans quelques années, ça ira mieux et c'est là que le prix de l'action explosera. Je suis totalement d'accord. Et on peut prendre en contre-exemple, par exemple, Meta. Meta, où on a eu Mark Zuckerberg qui a pété un plomb total en 2022. C'est dans cette période, l'action a perdu 70% quasiment, 74%. Et il avait pété un plomb avec le métaverse, etc. Le truc, c'est que malgré tout ça, l'entreprise a gardé des choses excellentes, même si on a eu un revenu qui a stagné. Okay, si on prend le revenu de Meta, entre 2021 et 2022, il a légèrement baissé, moins 1%. Si on prend le net income, pareil, entre 2021 et 2022, il a légèrement baissé avant de repartir à la hausse. Donc là, on aurait pu se dire, ouais, ben, ça va pas et tout ça. Parce que là où ils ont été capables de reprendre leur croissance, si après ils ont été capables de reprendre une croissance et surtout de partir de plus belle, c'est parce que si on va dans les ratios, on se rend compte que de 1, l'entreprise n'était pas du tout endettée. Ok, on va regarder la dette. Ils avaient des EBIT sur les dépenses d'intérêt qui étaient 2000, 100%, donc c'est excellent. La dette par rapport à l'equity, elle n'a jamais dépassé les 30%. Et ensuite, on peut regarder la dette nette par rapport à l'EBITDA. Ici, elle est toujours négative, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu plus de cash que de dette. Donc jamais ils ont été en danger par rapport à ça. Si on va regarder les retours sur les capitaux investis en 2022, où c'était pas une très bonne année, même en n'étant pas une très bonne année, ils étaient supérieurs à 15%, ils étaient à 21%, ce qui est excellent. Si on va regarder, on peut regarder aussi par exemple le capital employed, ils étaient à 22% sur une année où ça allait un peu moins bien. Si on va regarder par exemple les marges opérationnelles, ils étaient à 28% sur une année qui était censée être une année moins bien, une année où le business allait s'écrouler. Ils étaient à 28%. C'est-à-dire que n'importe quel business rêverait d'avoir 28,8% de marge opérationnelle dans ses meilleures années. La Meta, dans une année qui n'était pas très bonne pour eux, où Zuckerberg était considéré comme quelqu'un qui faisait n'importe quoi, eh bien ça donnait des marges aussi élevées. Donc c'est ça le gros truc. Okay, il ne faut pas se dire ce sont des géants, peut-être que les bénéfices augmenteront à l'avenir. Ça, en général, ça finit rarement bien. Okay, donc, vous pouvez éventuellement vous dire « Ah ben tiens, ça, c'est une entreprise où je sais que dans ce secteur, c'est comme ça, parce que vous êtes un expert du secteur, vous connaissez vraiment bien le secteur, et donc là, vous avez un avantage sur le marché. Donc là, potentiellement, vous pouvez rentrer là-dedans. Mais si vous êtes un investisseur normal, comme la majorité des particuliers, vous avez probablement pas l'expertise dans un secteur spécifique, peut-être dans un, parce que vous travaillez dedans, mais pas dans tous les secteurs. Donc faites attention à ça. Et pareil, si tu n'es pas à l'aise de garder ton action pendant 10 ans, n'investis pas. Il faut vraiment que tu poses cette question. Au moment où tu achètes l'action, il faut que tu te dises, ok, je ne peux pas y toucher pendant 10 ans. Est-ce que je suis à l'aise, oui ou non? Ok, ça t'évitera déjà, ça te faire beaucoup d'erreurs. Juste de te poser cette question-là, ça te permettra de faire d'éviter beaucoup d'erreurs. L'erreur numéro 3, c'est d'essayer de timer le marché. Okay, souvent, il y a, j'ai vu la dernière fois, c'est quelqu'un qui a répondu à un email, il me disait bah là pour le moment les marchés baissent trop, j'attends que la tempête passe pour commencer à investir. Le problème avec ça, c'est que le marché a perdu 20%, disons. Et on me dit le marché baisse trop, je ne vais pas investir, j'attends que ça se calme et que ça remonte pour commencer à investir. Le marché a perdu 20%, il reprend, il gagne 10%. La même personne va nous dire bah là le marché a trop monté, du coup ça vaut plus trop le coup, j'attends que ça rebaisse. Et vous comprenez bien que c'est un cercle infini, ça ne s'arrête jamais, c'est infernal, et on n'investit jamais. Il faut comprendre une chose, Monish Pabrai le dit souvent, c'est que la volatilité, c'est l'ami des investisseurs à long terme, parce que c'est grâce à cette volatilité, c'est grâce à ce genre de baisse que vous pourrez arriver à avoir une performance. Et si vous êtes capable d'investir pendant ces baisses, quand les gens ont peur, quand les gens justement se disent « ça baisse trop et j'attends que la tempête passe », si vous êtes capable d'investir là-dedans, il y a de fortes chances que vous arrivez à battre le marché sur du long terme, à condition bien sûr de sélectionner de bonnes entreprises. Mais si vous arrivez à ça, à passer au-delà de ça, vous êtes en très bonne voie. L'erreur numéro 4, c'est de suivre la foule, que ce soit d'investir
parce qu'on a vu une action passer dans les news, dans les nouvelles, parce qu'on a un ami qui commence à en parler, parce qu'on a des collègues qui en parlent tous. Très simple, il y a quelques mois, on entendait beaucoup en 2024, oh, vous avez vu Nvidia, c'est le futur, je pense que c'est bien d'investir, ils ont les meilleures puces, ils sont tellement en avance sur la concurrence sur les puces, c'est tellement incroyable ce qu'ils font, il faut investir. Quand vous commencez à voir ça, en général, c'est plutôt le moment où il faut sortir du marché et pas le moment où il faut investir. Donc évitez d'investir parce que vous commencez à entendre parler des trucs. Ça devrait être un red flag presque. Si tout le monde parle de l'action en positif, peut-être que c'est beaucoup trop tard pour investir. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise action, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des opportunités pour rentrer dedans, ça veut juste dire que là, pour le moment, pour le coup, vaut mieux éviter parce que si tout le monde en parle, c'est que tout est déjà globalement plus ou moins pricé dedans. Donc on ne pourra pas avoir d'agréables surprises dessus. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. En revanche, si tout le monde parle en négatif d'une action, là, ça peut être intéressant d'y mettre son nez. Après, si elle a des bons fondamentaux, y aller dessus, mais si les gens ont du mal avec elle, etc., là, ça peut potentiellement représenter une opportunité, ça peut être le moment d'entrer. Par exemple, Meta en 2022, tout le monde en disait du mal, et au final, les gens qui ont été capables d'investir pendant cette baisse, pendant ces moins 70%, je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre eux qui aujourd'hui regrette d'avoir investi et regrette d'avoir, entre guillemets, un peu serré les fesses pendant 2022. La cinquième erreur, c'est d'avoir trop d'attentes par rapport à l'entreprise. Par exemple, les entreprises prévoient d'entrer dans de nouveaux marchés, donc tu vas commencer à imaginer que les bénéfices vont exploser grâce à ça. Un exemple excellent dans le livre Stock for the Long Run de Jeremy Siegel, il montre la différence entre IBM, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, je ne sais plus exactement pour les dates, donc si vous les avez, les dates exactes en commentaire, dites-le moi, je ne me souviens plus exactement, mais en gros l'idée c'est que il y avait IBM qui était la Rolls-Royce des actions. C'était vraiment l'entreprise de croissance de base, l'entreprise qui domine le marché, des marges exceptionnelles, des chiffres exceptionnels, vraiment excellente entreprise. Et surtout, tout le monde pensait que c'était le futur. C'est-à-dire tout le monde pensait qu'ils étaient super en avance sur tout le monde, que c'était l'action du futur, que c'était vraiment l'entreprise du futur. Et d'un autre côté, on avait, je ne sais plus si c'était ExxonMobil ou à l'époque c'était encore Standard Oil, mais en gros, on avait le géant pétrolier. Et tout le monde, là, par contre, c'était l'opposé. Tout le monde disait de toute façon, le pétrole, on va plus s'en servir. Dans 20 ans, plus personne n'utilisera le pétrole. C'est quelque chose qui est en train de mourir. Ce n'est pas une bonne industrie, etc. Résultat des courses, 10 ou 20 ans après, il a regardé et il y a eu une bien meilleure performance en ayant investi sur Standard Oil ou ExxonMobil, je ne me souviens plus exactement qui c'était, que par rapport à IBM. Parce que le ratio PER, donc le prix qu'on payait pour les bénéfices de l'action, était beaucoup trop élevé pour IBM par rapport à ce qu'ils ont été capables de produire et surtout, toutes les potentielles bonnes nouvelles étaient déjà mises dans le prix, alors que pour Exxon, il suffisait qu'il y ait une bonne nouvelle, que ça fasse exploser le cours parce que le prix, le ratio qu'on payait par rapport aux bénéfices était vraiment faible. Dans les exemples comme ça, j'en ai deux en tête qui sont pas mal comme ça aujourd'hui. Il y a Tesla, beaucoup disent, le truc c'est qu'on entend beaucoup de personnes commencer à dire, ça fait 2-3 ans qu'ils disent ça, mais si tu penses que Tesla c'est juste une marque de voiture, tu n'as rien compris à l'entreprise, tu es has-been, etc. Tesla c'est bien plus que des voitures, c'est toute une tech qu'il y a derrière, tu n'as pas idée de l'avance qu'ils ont et tout ça. Alors je nie pas tout ça, c'est pas que je suis en train de le nier, mais on attend tellement potentiellement des revenus venant des robotaxis, des revenus venant des robots, potentiellement aussi de téléphones mobiles. On commence à avoir des rumeurs sur comme quoi ils vont lancer un téléphone mobile, lié avec Starlink, etc. En fait, il y a tellement autour de ça que quand le jour où ça arrivera, ce sera déjà pricé, donc il n'y a plus aucun intérêt à ce que ce soit là. Et surtout, quand on va acheter l'action à 80 fois les bénéfices, ça fait aucun sens. Même si tout ça arrive, il faudrait que ce soit des succès comme jamais ils ont été vus dans l'histoire pour que ça ait un sens. Et ça, malheureusement, les statistiques ne sont pas en votre faveur. Pareil avec AMD. Le truc avec AMD en ce moment, c'est tout le monde dit c'est une excellente entreprise pour commencer à investir parce qu'ils sont en train de développer une nouvelle puce qui est sortie où ils ont commencé déjà, qui va concurrencer Nvidia, qui va potentiellement être meilleure que celle d'Nvidia, etc. Le truc, c'est qu'on n'en sait rien de tout ça. Et puis même, auquel cas, si ils arrivent à faire ça, c'est pas sûr que le marché réagisse bien, c'est pas sûr que les clients veulent de ça, etc. Donc, il faut bien faire attention à tout ça et ne pas investir parce qu'on espère ou parce qu'on est convaincu ou je ne sais quoi que l'entreprise va sortir quelque chose d'assez révolutionnaire dans les années à venir ou quoi que ce soit. C'est rarement bon. Souvent, vous allez payer trop cher pour ces potentiels bénéfices futurs. Les investisseurs sont souvent déçus, même s'il y a de la croissance. Un exemple aussi, Microsoft dans les années 2000. Si on prend Microsoft,
Dans les années 2000, vous pouvez voir le prix de l'action. Hop, on va se mettre en max. Les années 2000, c'était ici. L'action était montée à 58 $. Il a fallu attendre 2016 pour récupérer les 58 $. C'était monté à 60 fois ou 70 fois les bénéfices. C'est-à-dire qu'on n'était même pas sur des niveaux super élevés. Et ce qui s'est passé pendant toute cette période, c'est que malgré ça, hop, je vais me mettre ici, malgré ça, l'entreprise a augmenté ses bénéfices. On va le mettre, vous allez voir, Microsoft, on va mettre les EPS, on va aller jusqu'à 2005, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. De 2005 à 2016, vous voyez que ça a augmenté. Ça a augmenté tous les ans. On avait une croissance quand même pas mal. De 2005, on est passé de 1,1 à 2,6. Donc, c'est un peu plus que doublé. Ça a quasiment triplé. Et pourtant, l'action a fait du surplace. L'action n'a rien donné pendant 16 ans. Donc, attention à ça. C'est des pièges qui peuvent arriver. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionnera pas. Je dis juste que statistiquement, les chances sont un peu plus faibles. Donc, fais très attention de ne pas surpayer une entreprise parce que tu penses que les bénéfices futurs vont être énormes, parce que tu penses qu'ils vont créer des nouveaux produits qui vont disrupter le marché. Et évite ça. Essaie plutôt de te concentrer sur ce que l'entreprise a réellement, à ce qu'elle a déjà et ce qu'elle est déjà capable de produire avec ce qu'elle a. Okay, donc, concentre-toi sur des business rentables qui apporteront encore plus de valeur grâce à la croissance qu'ils font déjà et grâce à ce qu'ils ont déjà en place. Et de ne pas trop espérer de ce qu'ils vont potentiellement pouvoir faire dans 5 à 10 ans. Okay, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour battre le marché? La première chose, je dirais qu'il faut des actions qui ont d'excellents fondamentaux. Là, par exemple, c'est la différence entre un ETF Quality avec le facteur Quality et un ETF sans facteur Quality sur le marché international. On voit vraiment une surperformance, mais en tout temps, de l'ETF avec le facteur Quality. Donc, dans les facteurs Quality que tu peux ajouter toi-même quand tu vas faire des recherches d'actions, va rechercher des entreprises avec des retours sur les capitaux investis supérieurs à 15%, ou alors les retours sur les capitaux employés, le ROCE, supérieur à 15%. Tu peux même aller à 20%, c'est très bien. Des marges opérationnelles supérieures à 15%, voire 20%. Des revenus qui sont en croissance, dans l'idéal même que la croissance est supérieure au marché. Des bénéfices par action qui soient également en croissance et potentiellement aussi supérieurs à ce que le marché propose. Et une dette nette par rapport à l'EBITDA ou au free cash flow qui est inférieure à 3. Okay, la deuxième chose, le deuxième pilier, c'est concentre-toi sur des entreprises qui ont un moat qui est solide, qui est fort, et encore mieux si ce moat est en croissance. C'est-à-dire des entreprises qui, en plus d'être très bien sur le marché, bien protégées, eh bien, leur avantage compétitif augmente avec le temps. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, dans les 5, là, tu vois, c'est une étude de S&P, de Morningstar qui montre un petit peu la performance entre les entreprises qui ont un moat et qui n'ont pas de moat. Et tu peux voir que celles qui ont un moat noté large, sur les 5 dernières années, enfin quand ils ont fait l'étude, elles ont performé à 15,7%, alors que les autres ont performé beaucoup moins bien. Okay, celles qui n'ont pas de moat, elles ont performé à 10,5%, et celles qui ont un petit moat ont performé à 15,5%, donc quasiment pareil. Donc vraiment, concentre-toi sur celles qui ont un moat. Il y a 5 moats différents. Donc le switching cost, donc est-ce que c'est dur pour une entreprise de passer chez un concurrent? Pense par exemple à toutes les entreprises de cloud. Une fois que tu as tous tes serveurs qui sont sur AWS par exemple, eh ben, bon courage pour les transférer ailleurs. Juste pour la petite histoire, au cas où vous n'étiez pas au courant, mais AWS c'était créé en 2006 ou 2009, je sais plus, 2006 ou 2009, peu importe. Pour que Amazon transfère toute leur data et qu'ils soient full AWS, ils ont attendu 10-15 ans. C'est-à-dire que je crois que c'est qu'à partir de 2018 ou 2017, où toute la transition, ils étaient chez Oracle avant, donc de Oracle à AWS, toute la transition, le temps que ça se fasse, ça a pris plus de 10 ans à faire la transition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un switching cost qui est quand même très élevé. Ensuite, les network effects, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs, plus ça va attirer de nouveaux clients, ainsi de suite. Ça, c'est les réseaux sociaux, par exemple. Plus il y a de personnes sur un réseau social, plus les gens vont vouloir s'inscrire parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait leurs amis dessus et qu'ils puissent parler avec eux, etc. Ensuite, on va voir les actifs intangibles, donc c'est les brevets, ce qui fait de la protection, etc. Ça, c'est bien surtout dans le domaine des pharma, pour certaines techs, etc. Pour, par exemple, la SML, qui a des brevets sur ses machines, où c'est très compliqué d'y aller dessus, c'est très compliqué d'avoir une expertise là-dessus. On va avoir ensuite l'avantage sur les coûts. Donc l'avantage sur les coûts, c'est qu'on va être capable de vendre, par exemple, au même prix. Sauf que nous, au lieu que, par exemple, tu vends une chaussure à 30 balles
Le concurrent, ça lui coûte 10 balles, mais toi, ta chaussure, ça va te coûter 5 balles, parce que tu as un avantage d'échelle et tout ça. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et ensuite, le dernier, qui est le moins efficace, entre guillemets, c'est l'efficient scale. Ça, c'est souvent sur des plus petits marchés. C'est quand tu rentres sur le marché et que ton produit et ton service fait que tous les autres sont out, automatiquement. Ça se fait souvent, surtout sur ceux qui donnent de l'énergie. Les services aux collectivités, les fournisseurs d'énergie, parce qu'ils ont un contrat avec la commune, et en général, la commune ne va pas mettre pour un quartier 50 fournisseurs d'énergie différents, on a un ou deux, et donc ça fait qu'ils se sont apparés tout le marché et qu'ils ont cet avantage là-dessus. Le dernier point, donc une fois que tu as une entreprise de bonne qualité, avec un mode très solide, il faut que tu puisses l'acheter à bon prix. Là, tu peux voir la différence de performance entre, là c'était le MSCI UK de 90 à 2020, je crois. Donc le MSCI UK en bleu, ça fait 8,3% par an. Le MSCI UK Quality, 13% par an. Le MSCI UK Quality, mais où c'est acheté à un prix qui est raisonnable, okay, avec un bon rapport qualité-prix, 15,7%. Donc acheter à un bon prix, ça t'amène une énorme surperformance par rapport au marché. Donc si tu mets les trois en même temps, c'est excellent. Moi personnellement, ce que je recherche, c'est que l'entreprise puisse me générer au moins 13% par an quand je fais mon discounted cash flow. Okay, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment faire un discounted cash flow, dis-le moi en commentaire, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement préparer. La meilleure façon d'obtenir une bonne valeur, c'est souvent d'être contrariant, d'être à contre-courant et d'acheter des grandes entreprises lorsque personne n'en veut. C'est-à-dire que quand, typiquement Meta en 2022, excellente entreprise, très bon mode, excellent rapport qualité-prix, c'était le meilleur moment pour rentrer. Je ne dis pas que maintenant c'est plus le bon moment, mais c'était vraiment le cas d'école, le cas parfait. On avait également en 2022 Williams Sonoma, vous pouvez regarder là-dessus, qui était un petit peu dans la même situation. Il y a quelques entreprises qui sont un peu dans cette situation en 2025, donc en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo sur 3 actions qui pour moi sont contrariantes en ce moment, c'est-à-dire qu'elles sont en train de baisser, elles ont un prix qui est très intéressant par rapport à ce qu'elles peuvent générer dans le futur et par rapport à la qualité qu'elles ont actuellement. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse pour que j'en fasse une vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, à plus, ciao ciao.